Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on revient sur Manchester United contre Aston Villa, le match du 25 mai. Contexte tendu, hein. Ah oui, clairement. United était 15e avec la pression de la relégation et Villa 6e, jouait l'Europe. Et au final, 2-0 pour United à Old Trafford. Mais bon, le score seul, ça cache pas mal de choses. Exactement. Surtout que c'était 0-0 à la mi-temps, le match a complètement basculé. Donc notre objectif, là, c'est de décortiquer un peu la tactique derrière tout ça. On va regarder comment le 3-4-2-1 de United a pris le dessus sur le 4-2-3-1 de Villa. Voilà, en s'appuyant sur l'analyse détaillée du match et en regardant notamment ce fait de jeu qui a tout changé. Alors justement, ce 3-4-2-1 de Manchester United, c'était quoi l'idée de base? La possession, j'imagine. Oui, l'idée c'était de contrôler le ballon, d'étirer le bloc de Villa avec les joueurs de couloir, les fameux pistons. Et les stats vont dans ce sens, non? 67% de possession, c'est beaucoup. 25 tirs, 10 cadrés. C'est une domination statistique, oui, et pas stérile parce que l'XG, les expected goals, étaient à 2,95 pour United. Ça veut dire qu'ils se sont créés de vraies occasions. Ah oui, 2,95, c'est élevé. Très élevées. Et on a vu aussi leur supériorité dans les airs, 22 duels aériens gagnés contre seulement 11 pour Villa. Ça compte aussi. D'accord. Et individuellement, qui est sorti du lot côté United? On pense à Bruno Fernandes, forcément. Homme du match, encore lui? Fernandes, oui, il a été partout, passeur décisif, beaucoup de tentatives, le vrai leader technique. Mais bon, la lumière, elle est venue d'Amad Diallo. Ah, Diallo, note de 9,0. C'est lui qui marque le premier but. Exactement, une tête à la 75e. Et c'est lui aussi qui provoque le penalty en fin de match. Carrément décisif. Impressionnant. Et derrière, il faut mentionner Casemiro, important à la récupération, dans les premières relances, et même ses tirs de loin. La défense aussi solide autour de Maguire. Maguire, bien noté, 7,4. Et Evan aussi, 7,5. Les dégagements, 18, ça montre qu'ils ont su repousser le danger quand il y en avait. C'est ça. Ils ont retrouvé une certaine stabilité. Mais, malgré cette domination et les bonnes perfs, il a fallu attendre la 75e minute. Ça suggère quand même une difficulté à concrétiser avant ça. Bah oui, ça montre qu'il a fallu être patient. Et peut-être aussi que Villa défendait bien en première mi-temps. J'ai vu aussi 5 hors-jeu pour United. Un petit manque de synchro devant. Ou juste l'envie d'aller vite vers l'avant. Probablement un peu des deux. Une volonté d'attaquer la profondeur, mais avec un timing parfois perfectible. Mais l'entrée d'Eriksen a aussi joué. Oui, Eriksen, noté 7,6, qui marque le penalty, il apporte sa qualité de passe, c'est sûr. Voilà, il a contribué à cette fin de match maîtrisée. Ok, passons à Aston Villa. Leur 4-2-3-1 initial, c'était pour jouer compact et miser sur les contres. C'est ça, Léa? Exactement. Laisser le ballon à United et essayer de piquer en transition avec Watkins. Un plan qui tenait plutôt bien la route, d'ailleurs. Jusqu'à la 45e minute. Jusqu'à ce moment clé, oui. L'expulsion d'Emiliano Martinez. Le carton rouge juste avant la pause. La sortie sur Haaland. Ça change tout, évidemment. Ah ben oui. Jouer toute la seconde mi-temps à 10 face à ce United-là, ça devient une mission quasi impossible. Et on a senti Villa fébrile après ça. Le jaune pour Torres, le pénalty concédé par Madsen. Madsen, noté 4,9. Oui! Emery a dû sacrifier Asensio pour faire entrer Olsen, le gardien remplaçant. Le plan de jeu initial, pouf, envolé. Et offensivement, ça a été le désert. Hein? Le néant, oui. 6 tirs en tout, un seul cadré. L'XG est ridicule, 0,39. Watkins était complètement isolé devant. 0,39, c'est très, très faible. Et ce chiffre, 0 centre réussi sur 9 tentés. Ça dit tout. Avec seulement 33% de possession et 72% de passes réussies en seconde période, difficile d'espérer quoi que ce soit. Même les changements, Tielemans, Ramsey, Malin, Barkley, ça n'a rien changé. Ils ont tenté d'amener un peu d'énergie, mais bon, à 10 contre 11 et face à une équipe qui contrôle le ballon, c'était trop compliqué. Ils n'ont pas pesé. Donc si on résume les moments décisifs, le carton rouge de Martinez à la 45e, le tournant absolu. Indiscutablement. Ensuite, le but de Viallo à la 75e sur la passe de Fernandes, la libération pure United. Et enfin, le penalty transformé par Eriksen à la 86e, provoqué par Diallo encore lui, qui scelle le match. Voilà. Ça illustre bien la pression mise par United et la difficulté de Villa à résister en infériorité. Au final, donc, victoire méritée pour Manchester United. Logique, oui. Ils ont été patients, ils ont bien exploité l'avantage numérique et ils se sont appuyés sur leurs individualités fortes comme Fernandes et Diallo. Ça leur donne de l'air au classement.
Et de la confiance, sans doute. Oui. Pour Aston Villa, par contre, c'est un coup dur pour leurs ambitions européennes. Ce manque de réaction en seconde période. Oui, au-delà du fait de jouer à 10, cette incapacité à juste montrer quelque chose, à essayer de s'adapter, ça interroge, non? Tout à fait. Et ça nous amène à la réflexion finale. Est-ce que cette absence de réaction, c'est juste la conséquence logique de l'infériorité numérique? Ou est-ce que ça révèle, peut-être, une certaine fragilité mentale de Villa dans les moments difficiles? Bonne question. Parce que tenir le 0-0 en première mi-temps, c'était pas mal. Mais s'effondrer comme ça après, c'est peut-être ça aussi, le très haut niveau. Cette capacité à ne pas sombrer complètement quand un grain de sable enraye la machine. Une question à méditer.